Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Alors Pouyanné, arrête de te gaver. C'est un salopard. Vraiment, je sais pas d'autre terme. Nous sommes dans une guerre hybride. Il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Et oui, Sandrine, vous soulignez du tout. Voilà, plus on travaille, plus on émet du carbone, plus on pollue. Voilà. Et vous imaginez, tous les gens qui travaillent en France, qu'est-ce qu'ils émettent comme carbone? Mais regardez, on va tout arrêter, hein, c'est clair. Allez, la retraite à 20 ans, et puis tout est réglé. Eh bien, nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui, auditeurs, auditrices, résistants de Sud Radio. Nous allons parler aussi des violences, du meurtre. Et oui, on revient. Siem, retrouvée morte, retrouvée sans vie, 18 ans. Voilà, avec un bon récidiviste qui devait rester en prison jusqu'à telle date et qu'on sort parce que juge d'application des peines, on sort avant. Et évidemment, ça n'arrive qu'aux autres. Tant que ça n'arrive qu'aux autres, on fait de la théorie sur effectivement la réinsertion. Mais il faut la réinsertion, bien sûr. Il faut arrêter on construit pas de prison. Non, on construit pas de prison. Et puis voilà, ça arrive encore et encore, et ça devient quotidien et ça devient vraiment fatigant. Et puis nous allons parler aussi nous allons parler médecine. On va beaucoup parler médecine. D'abord par cette question posée au gouvernement par la sénatrice Laurence Muller-Bronn. Et une question très pertinente. Elle va venir aussi nous en parler. Après que Pierre-Marie Sève de l'Institut pour la justice nous dise un peu ce qui se passe en ce moment. Et puis nous allons recevoir, il y a un an exactement, jour pour jour, le 8 février, le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, nous quittait. Et la polémique depuis des années après ses déclarations, il y a eu des polémiques au point qu'il n'y a même pas eu d'hommage officiel à sa mort. Il n'y a pas d'hommage officiel à son décès. Et heureusement que beaucoup de gens s'y sont mis. Et nous allons recevoir le docteur Guillaume et Ali Benoiri de la Fondation Luc Montagnier pour parler un peu de cet homme qu'on a traité de tous les noms en fin de vie, que certains ont traité de tous les noms en fin de vie. Et on va peut-être rétablir un certain nombre de choses. C'est très très important. On est là encore une fois pour avoir question à tout. Ne l'oublions jamais. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. On affirme avoir entretenu avec elle une relation amoureuse, entre guillemets, ce que nie la famille de la victime. Toujours est-il que, voilà, elle a été enterrée, silence le plus total, on n'en parle plus, vous avez remarqué? Parle plus, pas un mot, pas, voilà, ça y est, c'est fini, c'est quoi? Pertes et profits, eh bien, voilà, disputes, etc., voilà, elle est morte. Alors effectivement, on constate, parce que on voit que cet homme, encore une fois, présumé innocent, la justice n'a pas encore rendu son verdict, bien sûr, mais condamné, ce suspect 5 fois pour atteinte aux biens, 8 fois pour des faits en lieu avec la conduite d'un véhicule, condamné à 12 ans de réclusion, le suspect en avril 2015 pour vol avec arme, une peine qu'il avait fini de purger en février 2021, il était à nouveau sous contrôle judiciaire. Alors on aimerait savoir comment se passent les contrôles judiciaires, puisque voilà, donc lourd casier judiciaire, 13 mentions, etc. Voilà. Et ça se passe comme ça, et on rappelle simplement Lola, vous vous rappelez Lola torturée, dépecée, assassinée par voilà, quelqu'un qui est actuellement qui était considéré comme déséquilibré, puis on l'a examiné, cette jeune dame, et puis non, elle n'est pas déséquilibrée. Alors on va voir ce qui va arriver aussi. Pour le moment, la justice suit son cours. Oui, vous mourrez, puis la justice fait le reste, voilà, elle suit. Et puis là, par exemple, un Algérien de 49 ans essaye de violer une gamine de 13 ans. Déjà condamné 11 fois, il sortait de prison, voilà, et
Et heureusement, un adolescent est passé, il l'a défendu. Y aura-t-il expulsion? Y aura-t-il obligation de quitter le territoire français? Y aura-t-il OQTF? Vous savez très bien que cette obligation est une aimable plaisanterie. Il faut dire invitation à quitter le territoire français, puisque 5 à 10% des OQTF sont exécutés en France. Voilà. Tel est le tableau. Alors, Pierre-Marie Sèvres, bonjour. Bonjour André Berkoff. Alors Pierre-Marie Sèvres, on parle souvent avec vous et on est heureux de vous recevoir, directeur de l'Institut pour la justice, mais on a l'impression de parler, que le reste n'a aucune espèce d'importance. Voilà, on peut parler. Alors le ministre condamne fermement ces actions et jure que ça ne se renouvellera pas. On entend ça depuis des années, ou les ministres, d'ailleurs, encore une fois, il ne s'agit pas de parler de tel ou tel gouvernement, de droite, de gauche, ou d'ailleurs, c'est pas le problème. Le problème, c'est, encore une fois, est-ce qu'on peut dire, voilà, constat d'impuissance, reconnu, accepté, et puis voilà, la vie suit son cours, et la mort aussi. C'est ça, Pierre-Marie Sèvres ? Alors c'est en bonne partie ça, et il y a quelque chose que vous avez noté qui, à mon avis, est aussi très gênant, c'est que les faits divers s'oublient très 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 vite. Et là, si on n'en parlait pas ce midi, Siem, vous l'avez noté, plus personne n'en parle. Oui, c'est incroyable. La semaine dernière. Ouais, c'était la semaine dernière. Siem a fait tout le monde en parlait, et puis c'est fini. Ça n'existe plus. Exactement. Lola la même chose. Hein. Lola, la même chose. Exactement. Ouais. C'est toujours pareil. Ouais. Et le temps politique ne fait que finalement que suivre ce temps médiatique, et il n'arrive jamais, et ça on peut le déplorer, il n'arrive jamais à vraiment tirer les conséquences de ce qui se passe. Et pourtant les conséquences sont très 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 nombreuses. Moi dans cette affaire Siem, il y a plusieurs choses qui me sont venues en tête. Premièrement, ça coïncidait, alors presque malheureusement, mais finalement, à chaque fois que l'Institut pour la justice sort un rapport, il y a une actualité, un fait divers qui va coïncider avec ce rapport. Et ben là, nous, dans la semaine dernière, donc dans la foulée de cette affaire, nous avons sorti un rapport dans le Figaro qui nous dit que 4 personnes sur 10, quand elles sont condamnées à de la prison ferme, et pour ça il faut vraiment y aller, ne mettent jamais les pieds en prison. Donc déjà, elles sont condamnées à de la prison ferme et elles ne mettent jamais les pieds en prison. D'accord. Exactement. Et même tout ça est organisé. C'est-à-dire que les juges suivent des instructions législatives qui savent très bien qu'ils n'ont pour but que ça, de ne pas envoyer les gens en prison, même quand ils sont condamnés. Donc ça, c'est la réalité statistique. Donc statistiquement, on le voit, la prison, la justice est de plus en plus une blague en France. Premièrement. Oui, même ils sont dans l'illégalité. Donc ça veut dire que les condamnations ne sont pas exécutées. Voilà. C'est tout, c'est ça. Oui, Pierre-Marie Sèvres. Exactement. Vous alors, comment dire, en fait, ils ont. Oui. Moi, je vous on vous entend. Allez-y, Pierre-Marie Sèvres. Oui, ils ont inventé un appel. Non, il y a un petit problème de. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Allez-y. Ok. Alors, ils ont inventé un dispositif qui s'appelle l'aménagement ab initio, qui est un aménagement de peine dès le prononcé du jugement. C'est-à-dire que vous vous retrouvez au tribunal et le juge va vous dire « Alors, vous êtes condamné à 1 an de prison ferme pour avoir… » oui. Personne. Juge. Oui, on a Pierre-Marie Sèvres, c'est très embêtant, on a un problème, on a un problème de liaison. Obligé de prononcer l'exécution de la peine. Oui. Attendez, essayons encore, parce qu'on a un problème de liaison. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. On vous entend haché. Essayons encore une fois, Pierre-Marie Sèvres. Revenez sur le ab initio. Ça ne marche pas. Bon, écoutez, Pierre-Marie Sèvres, on reviendra là-dessus. Mais vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Allez-y. Ok. Je pense que c'est bon, c'est mon téléphone. Donc, prenez votre téléphone dans ces cas-là. Oui, allez-y. Les aménagements de peine ab initio sont des aménagements lorsque vous arrivez au tribunal et que vous avez, par exemple, tabassé quelqu'un. Alors, je ne vous le souhaite pas, ça ne m'arrive pas tous les jours non plus, mais vous avez tabassé quelqu'un, le tribunal va vous condamner à une peine, par exemple, de 1 an de prison ferme. Pas 1 an avec sursis, on parle d'1 an de prison ferme. C'est-à-dire que ce sont des faits relativement graves. D'accord. Et dans la même phrase, il est obligé, selon le code pénal, il est obligé de dire cette peine d'1 an de prison ferme sera effectuée intégralement sous bracelet électronique. C'est écrit dans la loi. La loi dit que pour les peines de moins d'1 an de prison ferme, votre peine doit être aménagée. Donc bracelet électronique, c'est ça. Il est chez lui avec un bracelet électronique, c'est ça?
C'est la principale mode d'aménagement de la peine. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Statistiquement, la prison est devenue une vaste blague. Mais il y a un autre point moi, qui m'intéresse dans l'affaire Siem, c'est que la criminologie, c'est-à-dire l'étude, la science de la criminalité, a observé il y a bien longtemps une règle fondamentale en crime, qu'une minorité de délinquants commet cependant une majorité de délits. Il y a eu une étude, par exemple, qui avait été menée en 2001 à Grenoble. 5% des collégiens de Grenoble commettent 48% des petits délits, c'est-à-dire pratiquement la moitié, et 86% des délits graves. Ouais. Ce qu'on peut déduire de cette règle-là, c'est que cette minorité de 5% des délinquants est une minorité de délinquants à part. Ce sont des gens qu'on appelle les délinquants suractifs. Ils ne se spécialisent pas et ils ont un profil très 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 particulier. Il y a tout un tas d'études qui ont prouvé qu'ils ont des traits de caractéristiques qui sont différents et qu'on peut repérer. Délinquants très violents, et oui, absolument. Exactement. Et donc ils commettent beaucoup de petits délits, mais ils commettent aussi beaucoup de grands délits. Aucun grand criminel, ou presque, ne commet pas de petits délits en plus. Et il y a tout un tas de traits de personnalité qui se retrouvent exactement dans ce qu'on voit pour le suspect de l'affaire Siem. C'est-à-dire le mépris de la routine, du métro, boulot, dodo. Ils n'aiment pas ça du tout, ce genre de délinquants. Ils aiment la flambe, ce qui explique qu'ils n'ont jamais d'argent sur eux. Ils n'ont jamais d'argent puisqu'ils dépensent tout. Ils ont ce qu'on appelle un présentisme, qui est l'incapacité à se projeter dans le long terme. Ils ont des QI plus faibles que la moyenne de la population. Donc ça, c'est prouvé maintes et maintes fois. Le QI moyen des prisonniers est inférieur aux autres. Et là, dans l'affaire Siem, on voit que ce suspect n'a pas de travail stable. Il alterne la prison et la liberté. Il alterne des petits boulots. Il a l'air plus ou moins de dealer. Et sa personnalité étonnante et malfaisante se voyait même, j'ai vu un témoignage très intéressant là-dessus, se voyait même à l'école quand il était enfant. Il y a un journal, je ne sais plus, je crois que c'est Voici qui a dit ça, enfin bref, qui a interviewé une proche de ce suspect, et elle dit la chose suivante. À l'école déjà, il volait la maîtresse. En disant, il n'a pas arrêté de voler, mais maladroitement, je dirais. Le voyou du coin. Une fois, il a braqué une ancienne, il a fait une enseigne. Oui, mais Pierre-Marie Sèvres, à chaque fois, nous aurons des profils. Vous avez raison. Il y a une minorité, Maurice Berger, le psychiatre, elle a très bien montré, le pédopsychiatre. Il y a une minorité d'adolescents et d'enfants extrêmement violents. Le problème, encore une fois, c'est que on disait contrôle judiciaire. Et c'est quoi le contrôle judiciaire à ce moment-là? Qu'est-ce que ça signifie quoi? Alors, le contrôle judiciaire, ça peut être tout un tas de mesures, ça peut être pointé au commissariat, ça peut être... tout ça se confond aussi avec les aménagements de peine. Typiquement, le bracelet électronique est une alternative, est une peine aménagée, il y a des alternatives aux poursuites. Il y a il y a une dizaine, voire des dizaines, il y a des dizaines de dispositifs qui permettent d'éviter la prison. C'est surtout ça. Et tous ces criminels-là dont je vous ai parlé, il faudrait les repérer. Et quand on les repère... il faut les mettre définitivement, ou en tout cas pour une très longue période, hors d'état de nuire. Il faut leur donner les peines maximales. Seulement aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que la France, elle a certaines spécificités. L'université française et le droit en France, c'est qu'on n'aime pas la criminologie. Mais la France est très réfractaire à ça. Et on ne repère pas ces profils-là. Mais comment on peut les repérer? Ça existe? Il y a des techniques et des démarches pour les repérer. Oui. La criminologie l'a très bien expliqué, mais typiquement, là, dans le petit extrait que je vous ai lu, il braque une enseigne, il fait tomber une carte d'identité. Visiblement, cette personne était connue pour être un peu bébête. Excusez-moi du mot, mais quand je vous ai dit qu'ils avaient des QI plus faibles, c'est le genre de choses qui peut se remarquer. Quand on voit la flambe, quand on voit ne serait-ce qu'alterner la prison et la liberté, c'est un signe grave qu'on est inadapté et qu'on fait partie de ces profils. Et en fait, ce répertoriage, cette technique du répertoriage n'est pas assez appliquée en France, ce que vous dites. Absolument. Elle est très appliquée, par exemple, au Canada. Le Canada, ils sont très très bons en criminologie, ce qui explique qu'ils aient des taux de criminalité assez bas. Même les Belges, les Suisses, nos voisins, ils utilisent la criminologie. La France ne le fait pas. Et je suis moi-même coupable puisque je suis un juriste. Et en fait, en France, on estime que seuls les juristes ont le droit de s'intéresser au droit pénal, à la criminalité, etc. Or, c'est pas vrai. On a des criminologues très connus, très très compétents en France, qui sont invités régulièrement, Alain Bauer ou Xavier Hofer, c'est très bien. Mais il faut continuer à le faire puisque la criminologie est oubliée et ça coûte des vies.
ça coûte des vies. Voilà. Et oui, c'est Personne ça coûte aurait des dû vies. être opéré. Ouais, et puis ces silences quand même assourdissants. Et ils font vraiment question. Merci beaucoup Pierre-Marie Sève, directeur de la CENI pour la justice, et on continue évidemment de faire appel à vous. Et il faut en tout cas toujours en parler, comme il faut toujours parler de ce qui se passe sur le plan de la santé, comme nous allons le faire tout de suite avec la sénatrice du Bas-Rhin, Laurence Muller-Bronn. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Des narratifs où un certain nombre de gens, on va en parler ensuite, de Luc Montagnier, qui disent des choses, mais on les traite de tous les noms, parce que mais non, c'est pas possible. Et ce narratif du Covid, quand même, a été très exemplaire. Et vous, Laurence Muller-Bronn, dont je salue le fait que vous parlez en toute indépendance. Et c'est bien, c'est très important que nous ayons un peu partout des personnes, des hommes et des femmes qui parlent en toute indépendance. Et vous posez des questions, et notamment, vous avez fait un tweet, je lis votre tweet, les données de santé sont-elles devenues un secret d'État? J'ai posé à nouveau la question de la censure des infos demandées par les chercheurs et les journalistes pour évaluer les politiques sanitaires. En réponse, la ministre les renvoie à des autorisations qu'ils n'obtiennent pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, Laurence Muller-Bronn? Bonjour Monsieur Berkoff, et merci de votre invitation. Alors je voulais confirmer, j'ai demandé 3 fois pour obtenir donc ces données par amendement. C'était lors de la loi sanitaire, et puis en question directe il y a à peu près 2 semaines. La réponse de la ministre laisse songeur, puisque dans sa réponse, elle dit dans la même phrase que les statistiques n'existent pas et qu'il n'est pas simple de les obtenir, et à la fois que tout chercheur peut les obtenir s'il en fait la demande. Alors justement, d'abord, rappelez la question que vous avez posée, c'est important. La question, c'est donc l'accès à des données statistiques, à des informations pour que les chercheurs qui sont indépendants puissent travailler et qu'on puisse ensuite, de là découlent des politiques, qu'elles soient sanitaires ou autres, mais on a besoin d'observer tout ce qui s'est passé les 3 dernières années, et pour bien mieux sans doute gérer et en tirer des conclusions. Enfin, dans tout, voilà, c'est quelque chose de tout à fait logique. Et notamment cette question qu'ont posée 2 chercheurs, le professeur Laurent Toubiana et aussi le statisticien Pierre Chaillot et beaucoup d'autres, voilà. C'est les chiffres de mortalité par rapport au statut vaccinal, c'est bien ça? C'est ça. Et oui, il y en aurait besoin, comme d'ailleurs on pourrait imaginer l'autopsie, ce serait intéressante aussi. Puisque comme ça, on pourrait parler de choses concrètes. Mais donc, alors, Madame la sénatrice, c'est justement eux-mêmes m'ont dit, parce que j'avais reçu Laurent Toubiana et Pierre Chaillot notamment, et on leur a répondu, parce qu'ils ont demandé à la CADES, ils ont demandé à un certain nombre à la Haute Autorité sanitaire, on leur a dit, mais ces chiffres n'existent pas. Elle dit, mais pourquoi vous ne faites pas les statistiques, puisque tous les morts sont répertoriés, et tous les gens qui ont fait des certificats sont répertoriés. Alors oui, mais ça n'existe pas. Comment peut-on s'expliquer ça? Alors oui, comment on peut s'expliquer ça sur des choses si graves et qui influencent quotidiennement la vie des Français? On sait que les Anglais ont produit des statistiques, ont obtenu ces chiffres. Alors, ces chiffres n'existent pas. On peut dire, si on ne les produit pas, c'est que ce n'est pas utile. Gros point d'interrogation, c'est aussi... Oui. Donc, ces chiffres, on pourrait imaginer aussi qu'ils existent, mais qu'ils ne correspondent peut-être pas aux décisions qu'on a pu prendre sans connaissance des répercussions. Donc, ça fait que cette politique du secret, de manque de transparence, eh bien, elle crée une inquiétude et de l'insécurité quand même sur la politique de santé. Et en plus, ça ne concerne pas que le Covid, puisque tout de suite après, on a vu que le journal Le Point s'est vu refuser les données, les chiffres pour son palmarès des hôpitaux qu'il produit depuis 20 ans. Et donc, du coup, ils ont fait une enquête, et cette enquête nous précise qu'il y a un comité qui a été créé donc le 15 mai 2020, suite à des premières restrictions d'accès aux données qui avaient été introduites en 2015 par Marisol Touraine, qui était alors ministre de la Santé. Et donc, ce comité,
je rappelle, créé le 15 mai 2020. Donc on sort juste du confinement. Absolument, il est sorti le 11 mai 2020 et qui durcit donc l'accès aux données. Ce comité d'éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé s'appelle le CESRES et il a le pouvoir de juger de la méthodologie des chercheurs. Alors ce qui est incroyable, c'est que ces chercheurs, ils sont nommés par le ministère, donc soigneusement choisis. Oui, on bien peut sûr. douter de leur indépendance. Ils sont en tout cas certainement pas des rebelles ou des lanceurs d'alerte. Pas des anarchistes terroristes. Voilà. Donc, dans l'enquête du Point, on voit l'étonnement aussi de ne pas avoir accès à des données. Donc, ça corrobore les chercheurs qui n'ont pas accès. Et en résumé, on peut se dire que tout est organisé pour ne pas partager les données de santé au moment même où notre système de santé est en crise et où la perte de confiance des Français est immense. Oui, en plus, c'est quand même... Alors justement, on parlait des hôpitaux, on peut parler aussi de tout ce narratif de Covid, en tout cas un certain nombre de choses où on disait, circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien, il n'y a pas de problème, et quand on demande l'accès à certaines données, certains chiffres, non, ça n'existe pas, faites-le vous-même. Est-ce qu'au fond... Est-ce que cette politique de la dissimulation, c'est une stratégie politique, Laurence Muller-Bronn? Alors on peut se poser la question. Ce sont des questions que je soulève depuis déjà l'été 2021, lorsqu'il a été décidé de contraindre les Français à un pass sanitaire qui est devenu pass vaccinal en janvier 2022. Et voilà, il y a trop peu d'informations qui pouvaient, et qui, lorsqu'on a posé des questions, eh bien, on ne les a pas entendus. Il n'y a pas eu de réponse. Et il y a eu une orientation totale. C'est où vous pensez comme ça, mais vous ne pouvez pas penser autrement. Or, tout à chacun, on l'espère, peut réfléchir avec son propre esprit. Et en tant que parlementaire, je crois que c'est fondamental. C'est fondamental. Vous êtes là, vous nous représentez pour poser les questions. Voilà, donc lorsqu'on voit qu'il y a... C'est pas une minorité qui se pose des questions. Énormément de gens. Des journalistes, bien sûr, des chercheurs, des collectifs de juristes, des gens comme tout à chacun qui représentent toute la population. Et on les a privés de beaucoup de réponses. Et aujourd'hui, vous avez bien vu que ça continue, puisque maintenant, on ne peut même pas travailler d'une façon rationnelle, puisqu'il y a une censure. Alors la censure, elle était dans l'expression, mais maintenant, la censure, elle est dans le travail d'analyse. Oui, puisque on vous dit, là, il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas toucher aux hôpitaux, il ne faut pas toucher à cela. Mais vous allez continuer à vous battre. Bien sûr, alors là, il y a un nouvel élément, puisqu'on apprend que l'adresse dit oui pour produire des statistiques, mais ça prend beaucoup de temps. Et on nous les annonce pour fin 2023, ces chiffres-là. Alors que les Anglais les ont déjà produits depuis longtemps. Et moi, la question qui me vient automatiquement, c'est comment a-t-on fait pour construire une politique vaccinale? Sur quoi on s'est basé? Parce que quand même, on a permis... Sur quelles données on avait? Sur quelles données? Vous vous rendez compte? Le professeur Perron l'a dit lui aussi. Soit les données, elles sont fausses, infondées scientifiquement, donc on les produit pas, et soit on veut bien les communiquer parce qu'elles étaient réelles, et tout ce qu'on a fait supporter aux Français depuis 3 ans, il fallait le faire. Je crois que on a fait supporter, quand on pense aux restrictions, aux contraintes, aux discriminations, aux privations de liberté, à la maltraitance de la jeunesse, parce que quand on regarde ce qui va se passer dans les prochaines années avec la jeunesse, et aux dépenses, 424 milliards d'euros. Vous rappelez ça? Faut le rappeler. Sur quoi on s'est fondé, puisqu'aujourd'hui on sait que la transmission, ça l'arrête pas, la contamination, ça ne l'arrête pas, ça ne vous protège pas non plus. Et la Belgique, les médecins viennent de confirmer et d'avouer. On va en parler demain avec le docteur David Bouillon, justement, et puis on va parler du professeur Luc Montagnier et du traitement qui a eu droit, comme on dit. Merci beaucoup, Laurence Muller-Bronn. On continuera à vous suivre, bien sûr. Merci. Tout de suite, le face-à-face du mercredi 8 février dédié au professeur Montagnier avec Ali Benouari, le président de la Fondation Luc Montagnier, et le rhumatologue, le docteur Gérard Guillaume. À tout de suite, c'est sur Sud Radio 0826 300 300. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Hier, dans la même émission, je parlais de Gérald Darmanin qui parlait de la bordélisation du paysage politique français. En tout cas, à l'Assemblée nationale, ils ont appliqué le mot à la lettre. Ils ont appliqué le mot à la lettre, eh bien encore hier. Comment? Quoi? Qui? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Non, mais de temps en temps, c'est vrai qu'on entend des choses assez intéressantes quand il y a eu ce fameux débat, vous avez vu, avec tout le charivari. Eh bien, Olivier Dussopt, donc le ministre qui est en charge de cette réforme des retraites, eh bien, le député Olivier Dussopt, donc, a présenté donc sa réforme et il y a eu un moment assez remarquable. Il a été interpellé par le député socialiste Iñaki Echaniz. Écoutez. Qui est Echaniz pour le groupe socialiste? Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, il y a maintenant quelques semaines, vous receviez les partenaires sociaux pour évoquer la question des retraites et la réforme que vous souhaitez conduire. La main sur le cœur, vous êtes engagé devant nous et avant vous, le Président de la République, à ne pas passer en force sur ce dossier et à mener une concertation approfondie, à rechercher une position de consensus. Malheureusement, la vérité est ailleurs. La concertation que vous avez promise apparaît pour ce qu'elle est. Un simulacre destiné à faire croire que vous avez d'autres priorités que celles que vous souffle le MEDEF et un mépris pour les propositions faites par les autres partenaires sociaux que vous recevez finalement sans les écouter ni les entendre. Monsieur le ministre, ma question est simple. Ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans? Je vous remercie. Alors, nous sommes donc en février, le 4 février, 5 février 2023. Mais cette question avait été posée pratiquement mot pour mot par un député socialiste, oui, comme Iñaki Echaniz, en mai 2010. Donc, il y a pratiquement 13 ans. Et vous allez écouter ce que disait la question, donc, cette question du député socialiste le 4 mai 2010. Écoutez. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt. Monsieur le ministre, ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans? Bien, Monsieur le ministre, je vous remercie, la main sur le cœur, pour avoir répondu à la question que vous aviez vous-même posée le 4 mai 2010 à Éric Woerth, ministre en charge de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Depuis, vous avez retourné votre veste pour devenir ministre de la casse sociale et de l'impôt sur la vie. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mercredi 8 février dédié au professeur Montagnier avec Ali Benouari, le président de la Fondation Luc Montagnier, et le docteur Gérard Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour à vous, bonjour à docteur Gérard Guillaume qui est avec nous en studio et bonjour à Ali Benouari, à monsieur Ali Benouari qui lui est à Genève, qui est président de la Fondation Luc Montagnier. Luc Montagnier, prix Nobel, je le rappelle, en 1908, découvreur avec Françoise Barry-Sinoussi du virus du sida. Et effectivement, que l'on avait traité ces dernières années, donc il y a un an, jour pour jour, le 8 février 2022, s'éteignait Luc Montagnier. Et il y a eu une très belle cérémonie, beaucoup d'adieux très émouvants, notamment d'un certain nombre de gens. Nous avions reçu ici, notamment le professeur Raoult, qui en avait parlé de façon très émotionnelle et très forte. Et puis, il y a eu des choses très fortes, mais aucune annonce du gouvernement, aucune cérémonie officielle, rien. Non, c'était un prix Nobel. Pourquoi? Eh bien parce que Luc Montagnier a eu des prises de position qui avaient vraiment énervé énormément de gens. Alors, docteur Gérard Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes rhumatologue, vous êtes spécialiste du Tour de France, vous avez écrit beaucoup de livres, vous avez 17 Tours de France, spécialiste. Voilà, et puis beaucoup d'autres choses. Et nous sommes avec vous et avec Ali Benouari. Alors, Gérard Guillaume, au fond, aujourd'hui, un an a passé depuis la mort de Luc Montagnier. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de tout ça?
Je ne parle pas du fond et des vaccins, de la polémique sur les vaccins, mais la manière dont on a traité Luc Montagnier. Ah, ça relève du scandale, je sais pas, de la jalousie, de la médiocrité. Il faut dire que Luc Montagnier était un personnage hors du commun. C'était un pionnier de la science, un aventurier. Il s'aventurait justement dans des domaines où personne ne voulait aller, ce qui explique qu'il était un spécialiste des rétrovirus, ce qui explique qu'il a découvert le virus du sida, etc., et qu'il s'est intéressé aux travaux de Jacques Benveniste, d'où déjà une première dérive dont on l'a accusé. Comment peut-on reprendre les travaux de Jacques Benveniste, de justifier les hautes dilutions dans l'homéopathie, de la dynamisation, etc. Donc il sortait du cadre. Il sortait totalement du cadre. Il avait surtout sa liberté de parole. C'était pas un grand communicant, mais il avait sa liberté de parole. Et un de ses combats, c'était de se battre pour la vérité. Et quand vous avez parlé des vaccins, on l'a présenté comme un anti-vax. Mais c'est une crétinerie absolue. Comment voulez-vous imaginer une seconde qu'un professeur de virologie puisse être anti-vax? Non, il s'est toujours battu pour la sécurité des vaccins. Alors, attendez, sur le fond, et donc, c'est pour ça qu'on l'a complètement en partie boycotté, soit traité de sénile, il faut le dire, ou et de vieille baderne, enfin. Oui, ça c'est fou, mais je vais répondre indirectement. Déjà en 1979, on est à l'époque de la maladie des prions. Il est un des rares chercheurs à s'être intéressé aux prions, c'est-à-dire la maladie de la vache folle qui a été découverte au Royaume-Uni, dont les Anglais ont fait un lien avec le Creutzfeldt-Jakob. À cette époque-là, en France, on traitait les enfants atteints de nanisme avec des extraits hypophysaires prélevés sur le cadavre. 1698 enfants ont été traités ainsi, 120 en sont décédés. Dès 79, Monsieur Montagnier, il n'était pas encore prix Nobel, il avait mis en garde les autorités de santé françaises pour leur dire « Faites attention !» qu'on trie sérieusement les donneurs d'hypophyse, qu'il faut faire très très attention. On ne l'a ni entendu, ni écouté. 1979, c'est exactement la même chose. 10 ans avant l'attribution du prix Nobel. Exactement. Ouais. Écoutez, on va parler de tout ça, notamment avec aussi Monsieur Benoîry. On se retrouve juste après une petite pause et un peu avec les auditeurs de Sud Radio, bien sûr. Oui, vous avez la parole au 0826 300 300. On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. La blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et le premier qui dit la vérité, oui, il doit être exécuté. C'est pas nouveau, Et nous sommes donc avec le docteur Gérard Guillaume, rhumatologue, spécialiste Tour de France, médecin, et nous sommes aussi avec monsieur Ali Benoîry, président de la Fondation Luc Montagnier, ex-ministre algérien. Bonjour Ali Benoîry. Bonjour Monsieur Berkov, et merci de m'inviter. Mais écoutez, c'est très intéressant que vous ayez contribué à créer, fonder justement cette fondation Luc Montagnier. Je voulais vous demander d'abord, comment vous avez connu Luc Montagnier et comment surtout, qu'est-ce que vous avez senti du personnage? Racontez-nous. Je l'ai rencontré un peu par hasard. Un ami me l'a présenté. Peu après l'obtention de son prix Nobel, oui. J'appréhendais beaucoup cette rencontre, de rencontrer un personnage aussi immense, aussi illustre, moi qui était loin des milieux scientifiques, mais le courant est passé très vite. Sa simplicité, sa modestie m'ont amené à me livrer franchement. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le professeur, j'admire beaucoup ce que vous faites, mais je pense peut-être un peu plus que vous à l'avenir de vos recherches. C'est vrai qu'il était assez âgé. Et je lui ai d'emblée proposé de créer une fondation qui porterait son nom et qui perpétuerait un peu son nom et ses travaux. Et il a adhéré très vite. Il m'a juste dit, monsieur Benoîry, ça coûte combien? Je lui ai dit, pas grand-chose, mais enfin... quand on lui dit pas grand-chose, lui, il a toujours besoin d'argent. Donc, c'était une modique somme que je lui ai vite fait de lui trouver auprès d'un ami qui, d'ailleurs, ne m'a posé aucune question. Pour la science, il m'a dit, aucun souci. Donc, je lui ai dit, professeur, c'est pas avec mon argent, mais c'est un ami, un mécène, qui pourrait financer ça. Il m'a dit, allez-y. Il m'a fait les papiers et puis on a fait cette fondation. Et que fait cette fondation? Vous avez un laboratoire ou aujourd'hui c'est... Oui. Évidemment, cette fondation avait besoin d'argent surtout pour monter un laboratoire.
D'accord. Le défi, c'était celui-là, monter un laboratoire qui lui permettrait de mener à bien ces recherches qui sont complexes. Aujourd'hui, le laboratoire est prêt, il a commencé à travailler. Le décès du professeur, avec le Covid aussi, a interrompu momentanément les travaux. Et aujourd'hui, tout le monde autour du professeur Montagnier se félicite de l'existence de cette fondation, puisque, encore une fois, c'est la seule qui porte son nom et qui donc a l'ambition. Et est-ce qu'elle va aider des chercheurs? Elle va contribuer à ce que le laboratoire accueille des chercheurs et qu'on continue ce qu'il a fait, enfin, en tout cas d'une manière ou d'une autre? Tout à fait, c'est le but et c'est ce à quoi nous nous employons, parce que maintenant qu'il n'est plus là, les choses sont un peu plus difficiles, mais il jouit de l'estime de beaucoup de scientifiques qui aujourd'hui se rassemblent autour de la Fondation pour précisément réaliser ce but qui lui était cher, y compris donner des prix, encourager la recherche, encourager des chercheurs, au-delà du travail de laboratoire. C'est ça, et continuer les recherches et toutes les recherches. Ali Benouari, on a discuté, préparé cette émission, on a juste discuté brièvement hier, et vous m'avez raconté quand même un épisode qui était, je dirais, assez tristement caractéristique au moment de sa mort, où pendant 24 heures, personne n'avait évoqué, n'avait su que Luc Montagnier était mort, et que vous avez dû vous-même intervenir. Racontez-nous. Oui, peu après, d'ailleurs, le docteur Gérard Guillaume, qui a passé l'information, je crois, à travers votre antenne, mais personne n'y croyait véritablement. Et devant ce silence, j'ai pris l'initiative d'appeler l'AFP. Oui. C'était pas une sinécure. L'AFP Genève ne répondait pas. J'ai appelé l'AFP Paris, je suis tombé sur une réceptionniste. Je lui annonce la nouvelle. Elle me dit, ça tombe bien parce qu'il y a toute une équipe qui est en train de faire des investigations pour vérifier s'il était vraiment décédé. Alors, je décline mon identité, je lui dis, voilà, je vous confirme qu'il est bien décédé. Elle m'a dit, mais je ne peux pas vous passer, je ne peux vous passer personne. Ils sont en train de chercher. Je lui dis, mais madame, je vous apporte l'information de sources certaines, fiables. Elle m'a dit, je ne peux vous passer personne. Je lui dis, mais madame, pas pour rigoler, mais devant cette chose extraordinaire, je lui dis, madame, si je vous appelle ou si quelqu'un vous appelle pour vous annoncer la mort du pape, est-ce que vous le prendrez? Et qui vous dit, j'ai des preuves. Bref, ça faisait pas très sérieux, donc j'ai dû aller sur le site de l'AFP et j'ai inséré, quand même, j'ai pu trouver l'endroit où insérer le texte en donnant pour preuve l'endroit où il était décédé, c'est-à-dire l'hôpital américain de Neuilly. Et je pense que c'est après ça que son décès a été validé, mais c'est proprement incroyable, n'est-ce pas, ce que je dis là? Docteur Guillaume peut le confirmer. Oui, on en parlera avec Docteur Guillaume, mais Ali Benouari, mais ça en disait long peut-être, ou ça en dit long sur la manière dont on traitait dans les dernières années, vous avez dû le constater, puisque ici il y a 10 ans, le professeur Montagnier, on dit oui, il a été très bien, il a fait des choses, les prions, le sida, tout ça, mais aujourd'hui il raconte n'importe quoi. On a l'impression qu'il y avait vraiment une espèce de, enfin en partie, heureusement, un consensus en disant oui, il a vieilli et voilà. Est-ce que vous avez senti ça vous-même? Bien sûr, mais surtout dans son pays, la France, pas ailleurs. Et partout où il allait, en Chine, en Australie, au Moyen-Orient, il était très bien accueilli. Et ça il en souffrait un peu que dans son propre pays, il n'est pas loin d'avoir la reconnaissance qu'il méritait, au-delà du Nobel, bien sûr. Bien sûr. Il souffrait du manque de reconnaissance dans son propre pays. On va continuer à en parler après cette petite pause de Luc Montagnier avec vous et avec Ali Benouari. Effectivement, Luc Montagnier, voilà, un personnage français et peut-être qu'on n'a pas traité comme il aurait fallu, en tout cas dans les dernières années de sa vie. Et pour en parler avec nous, c'est le 0826 300 300. On attend vos appels sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Ali Benouari, président de la Fondation Luc Montagnier, avec Gérard Guillaume, rhumatologue, médecin du Tour de France, pour évoquer la mémoire de Luc Montagnier. Je rappelle le prix Nobel qui nous a quittés, qui est décédé il y a exactement jour pour jour, il y a un an, le 8 février 2022.
Justement, on parlait de tout ça. D'abord, Ali Benouari, je voudrais vous demander, vous l'avez donc côtoyé, je voudrais le caractère de Montagnier. Il était comment? Vous l'avez connu, effectivement, il était plus jeune, c'est le moins que l'on puisse dire, mais est-ce qu'il était encore très vif, très actif, Ali Benouari? Oui, ce qui m'a étonné, c'est, outre sa modestie, sa bienveillance, sa tolérance, son extrême tolérance, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec ses recherches, mais je l'ai vu dans plusieurs postures, je l'ai vu dans plusieurs situations, avec des gens de tout métier, toute sorte de responsabilité. Il était toujours égal à lui-même. Disponible, mais totalement disponible. Je l'ai vu, les seuls moments où je l'ai vu énervé, légèrement angoissé, je dirais, c'est devant l'incompréhension suscitée par ses recherches, le parti pris d'une certaine presse. Ça le touchait beaucoup, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Ça ne le détournait pas, au fond, de sa mission, qu'il considérait comme une mission prioritaire. Voilà. Je l'ai côtoyé depuis 2008, fin 2008, peu après son Nobel, jusqu'à son décès, jusqu'à la veille de son décès, puisqu'il m'avait appelé tard la nuit pour me dire qu'il se sentait mal. Et il demandait si je pouvais joindre ses enfants pour venir le chercher et l'emmener à l'hôpital, bref. Mais c'est un personnage extrêmement sympathique, curieux de tout, qui ne... de politique, j'allais dire, de sport, un homme normal, en quelque sorte, qui, alors qu'on s'attend, en général, à le voir davantage parler de ses recherches, parler de questions scientifiques. Non, il était curieux de tout, affable, et puis ses yeux pétillaient d'intelligence. Et je ne peux pas m'empêcher de parler en lui avec beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotions. Oui, mais on le comprend, justement, Gérard Guillaume, par rapport à la politique au sens large du terme, quels étaient ses rapports avec l'autorité? En fait, l'autorité de l'administration, parce que il a été à Pasteur, il a été à l'Institut Pasteur pendant très longtemps. Ensuite, je me rappelle des discussions quand il avait atteint l'âge de la retraite, et alors dans cette douce France que nous aimons tous, on a dit la retraite, il faut se retirer. Il a dit, mais vous savez, je suis encore capable de travailler. Et il est parti aux États-Unis, en Chine, etc. Racontez-nous, c'est quand même, là aussi, c'est un épisode assez significatif de la manière dont on traite certains de nos chercheurs. Ah oui, mais ça, c'est pas spécifique à Luc Montagnier, mais c'est évident. Donc, à l'âge de la retraite, il a été nommé professeur émérite, mais pas le droit d'ouvrir un labo en France. Donc, il a été hébergé. Pas le droit d'ouvrir un labo en France? Non. Pourquoi? C'est la loi? Non, mais c'est intéressant. Il avait 65 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça. Et donc, il est parti aux États-Unis. Il a eu la direction d'un labo de biologie moléculaire. Il a mené ses recherches là-bas. Et après, justement, c'est quand il a été attaqué, en particulier à cause de sa proximité avec Jacques Benveniste, il est parti à Jiaotong, à Shanghai, pour travailler sur les nanostructures, pour éventuellement, les Chinois surtout attendaient de lui qu'il travaille sur la mise au point du vaccin contre le VIH, etc., etc. Donc, il n'avait pas une grande estime pour les autorités politiques, parce qu'il avait déjà été berné. Ça, c'est un épisode que très peu de gens connaissent. Il avait été contacté par Sarkozy, qui lui avait promis monts et merveilles, et dont il n'a jamais tenu parole quand il a été élu président, par exemple. Donc voilà. Oui, donc il n'avait pas une grande affinité avec les autorités politiques ou le pouvoir. C'était un homme du peuple, quand on le voyait. C'était un homme ordinaire, extraordinaire. C'est ça qui était assez étonnant, c'est que jamais on imaginait que ce petit bonhomme-là était ce personnage, quoi. Et il avait une chose extraordinaire, de même que j'ai dit qu'un de ses combats, c'était de se battre pour la sécurité des vaccins, un de ses autres combats, c'était de dire que quand un fait contredit une théorie, c'est la théorie qu'il faut supprimer et il faut creuser le fait. Et c'est comme ça qu'il a fait toutes ses découvertes,
Très important. Faut le rappeler pour tout. Pour tout. Pour Exactement. tout. Quand un fait contredit une théorie, c'est la théorie qu'il faut contester. Exactement. Et à bon entendeur, salut sur tous les fronts que nous avons en ce moment. Oui, ça on peut l'étendre. Et dites juste un mot là-dessus. Est-ce qu'il était, comment dirais-je, est-ce que c'était quelqu'un au fond, il a jamais baissé les bras, même après, où il s'est dit mais attendez, mais non ça va, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait un certain nombre de découvertes et de travaux, mais non je me repose. Il se repose, il s'est pas reposé jusqu'à la fin. Non, j'ai l'exemple d'un séminaire auquel on a participé ensemble à Bourbon-l'Archambault. Il était dans un état pitoyable. Il se promenait en chaise longue, etc. En chaise roulante, pardon. Et on lui a dit, Monsieur Montagnier, c'est pas sérieux, quoi, de venir, etc. Non seulement c'est pas sérieux de venir, mais le lendemain même, il prenait l'avion pour aller aux États-Unis pour continuer ses travaux et tout ça. Et c'est ça qui l'a tué. Il a fait 3 ou 4 accidents cardiovasculaires. Le dernier a été fatal, etc. Mais je l'ai accompagné jusqu'au dernier jour. Donc j'étais au courant de tout. Et jusqu'au dernier moment, il avait des projets. C'est-à-dire qu'il n'imaginait pas une seconde que ça s'arrête. Donc, nous, notre rôle, pour ne pas trahir sa mémoire, c'est d'essayer, autant que faire se peut, de continuer cette aventure que nous avons eu la chance extraordinaire de vivre à ses côtés. Écoutez, on va en parler justement avec nos auditeurs. Lucien, je pense que nous avons beaucoup d'éditeurs qui ont envie de vous parler à vous, à M. Benoîry et à vous-même, Dr Guillaume. Exactement, et on recevra tous nos auditeurs après la pub, mais vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h41 sur Sud Radio. Vous êtes dans le face-à-face qui rend hommage au professeur Montagnier avec Ali Benoîry, le président de la Fondation Luc Montagnier, et le docteur Gérard Guillaume. Vous avez la parole au 0826 300 300. Et on accueille tout de suite Jean-Luc des Bouches-du-Rhône. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Voilà. Alors, à nos invités, oui, on vous écoute. Vos invités, pardon. Oui, bien sûr, oui, excusez-moi. Bon, alors, tout d'abord André, un petit mot. La France peut être fière de vous compter dans notre pays. Vous apportez dans notre pays. Merci. On peut en être fier. Merci. Absolument. Dites-moi tout, Jean-Luc. Alors, donc, oui, moi je suis outré de l'adieu que l'on a fait, qu'on a réservé au professeur Montagnier et le comportement médiatique et politique qu'il y a eu à son sujet pendant la crise du Covid, tout simplement parce que il était en désaccord avec la bonne pensée, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc en fait, moi, mon ressentiment, et je pense que il est partagé par beaucoup de mes compatriotes, je l'espère en tout cas, c'est que nous avons, quand je dis nous, nos politiques en premier, alors je vais être un peu trivial, ont baissé leurs pantalons devant la grande finance et certains de nos alliés, dont je pense évidemment aux États-Unis. Voilà. Et ce consensus européen, en fait, va à l'encontre, bien entendu, souvent de certaines du professeur Montagnier, qui a été un grand homme et un de nos plus éminents chercheurs et scientifiques. Et vraiment, moi, je suis outré du peu de cas qu'on lui a fait, notamment pour lui dire au revoir. Voilà. Alors, oui, mais Jean-Luc, Ali Benoîry, est-ce que, voilà, vous pensez que, en fait, il y a eu un consensus de conflit d'intérêts. Jean-Luc pense que, voilà, par rapport à Big Pharma ou la finance, etc., est-ce que ça a joué pour vous dans le fait que, justement, Luc Montagnier n'ayant pas les mêmes intérêts ou les mêmes orientations, est-ce que ça a joué pour vous? Oui, incontestablement, ce n'est pas seulement mon sentiment, mais c'était aussi le sentiment du professeur Montagnier, qui me disait qu'il devait se battre avec des lobbies, n'est-ce pas, notamment le lobby pharmaceutique. Voilà, donc il était pleinement conscient de cela. Voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça, mais c'était très net. Docteur Guillaume?
Non, par rapport à Big Pharma, ce qu'il faut savoir, c'est que un des centres d'intérêt de Luc Montagnier, c'était donc la détection des virus par des ondes électromagnétiques qui détectaient les ondes émises par les fragments d'ADN de ces virus. Et son objectif, c'était d'arriver à traiter ces maladies, justement, par des ondes électromagnétiques. Donc, surtout pas par des médicaments. Donc, vous imaginez, aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Donc, il se met toute la communauté pharmaceutique, le Big Pharma à dos, parce que, justement, son ambition, c'est de sortir du tout médicament. C'est pas de dire pas de médicaments, c'est de chercher dans d'autres voies. Oui. Juste une question technique, Monsieur Benoît-Henri. En tant que président de la Fondation Luc Montagnier, est-ce que vous avez eu des subsides ou des subventions de l'État français, Luc Montagnier étant français? Est-ce que vous avez des aides quelconques de l'État français? Non, pas du tout. Non, je dois dire que nous avons reçu des subsides d'institutions suisses, pas françaises, de mécènes, de généreux mécènes privés. Je dois dire aussi qu'il a engagé toute sa fortune. Ce que les gens doivent absolument savoir, c'est qu'il est mort pauvre. Il a engagé toute sa fortune jusqu'à son dernier centime. Vous voulez dire, il a investi lui-même il a investi lui-même jusqu'à son dernier centime. Et j'étais très, comment dirais-je, peiné en voyant cela. Je me disais, pas seulement moi, tous ceux qui travaillaient autour de lui se sentaient obligés. C'était une lourde charge. C'est de l'aider à mobiliser, à trouver des financements, puisque, comme tout le monde le sait, la recherche coûte cher, n'est-ce pas? L'Union européenne, je l'avais aidé à monter une demande de financement auprès d'un fonds de recherche européen. Est-ce qu'il y a eu un financement de l'Union européenne, justement? Nous avons fait un très grand dossier pour postuler pour un crédit de recherche européen au titre de ce qu'on appelait les New Ideas, c'est-à-dire les nouvelles idées. Autrement dit, les idées les plus téméraires, il y avait beaucoup d'argent, des centaines de millions d'euros pour ça. Et le dossier était bien ficelé et à notre grande surprise, le comité de sélection avait refusé en disant qu'il n'était pas convaincu. Et le professeur était absolument choqué en disant mais c'est précisément le but de ce fonds de recherche, c'est de financer tout ce qui était exploratoire, tout ce qui était nouveau. Et il m'avait dit le jour où il a eu la réponse signée par un chercheur, c'était un comité de 3 personnes. C'était quand ça, Monsieur Benoît? C'était peut-être vers 2013, comme ça, 2014. D'accord. Et il m'a dit, ce médecin hongrois, au passage, qui déclarait, qui signait donc le refus en déclarant qu'il ne croyait pas à ces recherches, prend une lourde responsabilité devant l'histoire et devant les générations à venir. Et il était choqué de ce que, justement, on ne respecte même pas le but même de ce budget de recherche, qui était d'investir dans des recherches précisément aléatoires, mais qui étaient... La recherche par essence est aléatoire, bien sûr. Voilà. Gérard Guillaume, vous voulez ajouter quelque chose? Sauf que lui, c'était un chercheur qui trouvait, à la différence de beaucoup d'autres. Non, je voulais juste répondre à votre auditeur, de dire qu'effectivement, M. Montagnier n'a pas eu le droit à l'hommage national auquel il aurait eu le droit, c'est-à-dire n'étant ni chanteur ni comédien. En revanche, il a eu l'hommage du peuple. Et ça vaut... Oui, il faut rappeler quand même, au Père-Lachaise, il y avait un monde extraordinaire. En plus, il pleuvait, il faisait un temps épouvantable, mais tout le monde était là. Et ça, c'est le plus bel hommage qu'on pouvait lui rendre. Lucien. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et on va dans le Gers avec Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour messieurs, merci beaucoup. Je voudrais juste vous parler de la puissance de la communication qui efface la vérité. Vous voyez, on est dans un monde qu'on nous dit rationnel, faut tout mesurer, comme votre invité d'hier, mesurer la santé. Mais il y a la vérité. Après, on a un peu moins en mesurant, parce que tout n'est pas mesurable. Après, il y a l'interprétation. Et après, il y a le mensonge.
et tout le rythme des médias et tout ça. Et comme vous disiez, les affaires de Lola, hop, ça passe. Voilà. CM aussi, quand, voilà, pardon, CM aussi. Voilà, tout passe. Et donc, je voudrais dire, c'est que même quand vous, comment dire, pour le laboratoire, vous n'étiez même pas encore sûr que c'était acté. Vous voyez. Donc, voilà, ça va tellement vite et c'est à dessein que c'est fait ça, de toujours nous emmener autre part. Et voilà, on peut pas s'arrêter sur la vérité. Voilà, même si on nous dit à chaque fois faut être rationnel et compagnie. En fait, c'est tout le problème, c'est qu'on voit que dans presque tous les domaines, hein, c'est circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça, hein, donc Gérard Guillaume. Exactement. Ouais. Lucien. Merci beaucoup, Olivier. Et on accueille Pépito. Bonjour, Pépito. Bonjour, Pépito. Bonjour à vous tous. Et moi, ma question est très, très simple, parce que dans les médias mainstream, on détruit les meilleurs professeurs qu'on a en France, comme le professeur Toussaint, Perron, Raoul, Luc Montagnier. On les met plus bas-terre, on les muselle, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est de la jalousie envers des professeurs qui sont incompétents, comme les médecins de plateau, ou est-ce que c'est des lobbies pharmaceutiques comme Big Pharma, Bill Gates, tout ça, qui veulent nous imposer des médicaments qui sont pas sûrs, comme le pharmacien là qui a été pas suspendu, mais a été mis à part parce que il n'était pas d'accord avec ce vaccin. Oui, Amin Oubril, que nous avons reçu il y a 2 jours. Voilà. Et c'était la question, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même de leur part quelque chose derrière qui ils ne veulent pas valoriser nos meilleurs professeurs qui mériteraient de passer sur les médias mainstream et de le laisser parler jusqu'au bout sans leur couper la parole, comme fait M. Berkoff. J'adore cette émission parce que M. Berkoff ne coupe pas la parole pour rien. Voilà, c'était ma question. Merci. Alors, justement, qui vous répond? Ali Benoîri, Gérard Guillaume. Je peux répondre. Allez-y, Gérard Guillaume. Parce que, non, il faut dire juste quand même un bémol, il y a quand même des bons et des grands professeurs qui ne sont pas tous, je dirais, excommuniés ou marginalisés. Ça existe aussi. Ça, c'est sûr, c'est vrai. Mais ces gens-là ne vont jamais contre la doxa. Le problème avec Didier Raoult, avec Christian Perron, avec Luc Montagnier, c'est qu'ils allaient contre les idées reçues. Ils n'étaient pas là pour être le porte-parole du gouvernement. Et c'est vrai qu'on peut imaginer quelque part, il y a de la jalousie de toute façon. Je dirais même à l'inverse, pour faire un jeu de mots, le complot, ça vient d'eux. C'est eux qui sont complotistes, justement en ne reconnaissant pas. Eux, complotistes et comploteurs. Voilà, les comploteurs, exactement. Oui, vous voulez dire qu'en fait, ce que vous voulez dire, c'est que toute pensée, toute recherche, toute démarche qui ne s'inscrit pas dans le camp du bien ou la pensée reconnue doit être combattue, par eux. Ils sont à l'inverse de ce qu'on attend de l'évolution. Je veux dire qu'en pensant comme tous ces gens-là, on en serait encore à Cro-Magnon, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais rien remis en question. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que si un jour il y avait une réédition du livre Les Découvreurs de Borsine, là, qui parle de toute cette évolution des idées qui ont été combattues tout le long des siècles, je pense que M. Montagnier doit en faire partie, tout comme il doit être au Panthéon demain. Oui. Ali Benoîri, qu'est-ce que vous pensez, d'ailleurs, même dans votre domaine, dans les autres? Effectivement, est-ce que quand on sort, et c'est encore une fois, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis des décennies, voire des siècles, est-ce que quand on sort, d'ailleurs, Galilée, on peut citer des centaines, et pourtant elle tourne, dès qu'on sort des passages cloutés ou encore une fois de la vue officielle, on est très très mal vu. Oui, le professeur lui-même me disait qu'il creusait un sillon irrigué par la culture du doute scientifique. Et il me disait aussi qu'il assumait pleinement la controverse. Ça ne lui faisait pas peur, parce que pour lui, la controverse n'est pas un but en soi, mais un moyen de faire jaillir la lumière.
Ouais. Et effectivement, la controverse et le doute. Non, mais la science, c'est bien la controverse et le doute. Ce n'est pas un étalage de certitude qui continue et qui se développe, quoi. Mais juste une chose, au fond, aujourd'hui, je voudrais poser la question, quel est l'héritage de Montagnier? Je veux dire par là que, bon, en virologie, tout ça, et heureusement, les recherches continuent et plus que jamais. Mais je dirais qu'on est aujourd'hui, enfin, on peut l'espérer, dans le post-Covid, ou en tout cas, les 15e ou 16e vagues qu'on nous promettait et les centaines de variants, on a l'impression que c'est quand même un peu derrière nous, enfin on l'espère en tout cas. Mais qu'est-ce qui restera de tout ça? Et qu'est-ce que le legs de Montagnier, c'est quoi? Si je peux répondre, je peux essayer de répondre. D'abord, c'est d'avoir des jeunes chercheurs qui nous rejoignent et à qui on permette d'exploiter au maximum leur curiosité et surtout de sortir des sentiers battus pour justement faire avancer la recherche, de ne pas être des fonctionnaires de la recherche, mais des aventuriers de la recherche. C'est ça, c'était son esprit. Quand je vous ai dit tout à l'heure, quand les faits contredisent une théorie, c'est la théorie qu'il faut foutre en l'air. Ben là, c'est pareil. Ce qu'on attend de jeunes chercheurs, d'abord qu'ils nous rejoignent et que j'espère qu'on leur influera cette pensée. Mais bon, des Montagniers, il y en a pas des 100, hein. Non, c'est clair. Ça, c'est le problème. Ali Benouari, cette fondation, elle continue plus que jamais? La fondation Montagnier? Oui, tout à fait. Elle se repose d'ailleurs aujourd'hui sur deux piliers. Le premier, c'est le comité scientifique que nous venons de mettre en place, que préside justement le docteur Gérard Guillaume. Vous avez omis de le signaler, ou il a omis de vous le dire. Non, ce comité scientifique, évidemment, c'est lui qui va tracer les axes, définir les axes de recherche, n'est-ce pas, futur, dans le sillage évidemment de ce que le professeur Montagnier a laissé. Et le deuxième pilier, c'est le laboratoire qui est là et qui est équipé pour précisément continuer la mise au point des tests de diagnostic des maladies auxquelles il s'intéressait, les maladies chroniques, les maladies neurodégénératives, Parkinson, Lyme, l'autisme, et plein de maladies qui aujourd'hui n'ont pas trouvé de remède. Mais toutes ces maladies chroniques, notamment. Chroniques, tout à fait. Une médecine préventive est le but ultime de ces recherches. Vivre plus longtemps en bonne santé. Voilà un peu ce qu'il n'arrêtait pas de répéter. Luc Montagnier existera, vous l'avez rencontré, et puis il restera. Et dans les livres, et dans les mémoires. Merci, messieurs. Merci à Ali Benouari, le président de la Fondation Luc Montagnier, et merci au docteur Gérard Guillaume pour cette émission spéciale dédiée au professeur Montagnier. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud.